Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors tu viens pour présenter ton dernier livre qui s'appelle La Grande Confusion, sous-titré Comment l'extrême droite gagne la bataille des idées, qui vient de paraître aux éditions textuelles. Et il y a quelques années, aux mêmes éditions textuelles, tu avais publié un ouvrage qui s'appelait Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard. Alors brouillard, confusion, manifestement tu aimes les notions qui orientent vers le flou, l'indécision. Donc est-ce que peut-être pour mettre un petit peu de clarté dans ce propos, tu pourrais nous expliciter quels sont les principaux concepts qui structurent cet ouvrage ? Oui, je pars d'une situation partagée, en tout cas pour ceux qui s'intéressent directement ou un peu éloignés de la politique. C'est qu'il y a un sentiment de brouillage, de brouillard, l'idée que les repères habituels deviennent plus flous, que les étiquettes se mélangent, qu'on s'y repère mal, qu'il y a un problème de boussole. Et donc mon livre est parti de ce sentiment partagé par toute une série de personnes et qui est mon propre sentiment, c'est-à-dire que le livre a cherché à clarifier aussi des choses pour moi. Alors il y a trois notions principales qui vont essayer d'éclairer la part négative de la situation des idées en France et d'ailleurs dans d'autres pays du monde. C'est les notions d'ultraconservatisme, de confusionnisme et d'identitarisme. Alors, ces trois notions, elles ont quelque chose de commun, c'est que c'est un ensemble de discours et d'idées, pas forcément complètement cohérentes, avec des contradictions, des choses très diversifiées, mais c'est comme si, à ces trois niveaux, commençait à se constituer quelque chose qui a une cohérence partielle et qui prend de la consistance. Alors, est-ce que tu peux nous expliciter chacun de ces concepts pour qu'on puisse voir justement quelles sont les lignes qui commencent à leur donner de la cohérence ? Oui, alors ces notions, donc ces notions que j'utilise, une notion empruntée au philosophe Michel Foucault, formation discursive, pour indiquer cet espace de discours et d'idées. Le premier, l'ultraconservatisme, c'est une tendance en dynamique aujourd'hui, qu'on peut appeler extrême droite, qu'on peut appeler conservatisme. Je préfère l'ultraconservatisme parce que ça associe des idées qui sont du côté de l'extrême droite et de formes de droite radicalisées. Le propre de ce discours, c'est de développer des formes de xénophobie. Alors, notamment, il y a deux pôles, parfois concurrents, parfois associés, qui sont l'islamophobie et l'antisémitisme. Il y a le sexisme, il y a l'homophobie. Tout ça s'inscrit dans un cadre qui est strictement national et même nationaliste, avec une valorisation de la nation comme seule solution. Et dans ce cadre nationaliste, on a une façon d'homogénéiser ce qu'on appelle le peuple, mais le peuple, ça serait une entité culturelle complètement compacte, fermée à toute différence, à toute pluralité, à toute singularité individuelle ou collective. Donc ce seraient les traits principaux de l'ultraconservatisme. Pour ce qui est du confusionnisme, c'est lié au fait que le brouillard actuel est très lié à un mouvement depuis, disons, la fin du XXe siècle, en France et dans d'autres pays, puisque ça a été une lecture dominante au niveau international, du clivage gauche-droite. Le clivage gauche-droite, né en France à la fin du XVIIIe siècle, au cours de la Révolution française, il chemine doucement au XIXe, et à partir du début du XXe siècle, il va d'abord devenir la lecture dominante de la politique en France, puis au niveau mondial. Or, avec l'effritement de ce clivage gauche-droite, se développe tout un ensemble de bricolages, d'interférences, d'analogies entre des discours d'extrême droite, des discours de droite, des discours de gauche modérée, qu'on appelle souvent gauche républicaine, et des discours de gauche radicale, ou parfois on appelle extrême gauche. Alors, ces interférences, elles concernent parfois des postures. Par exemple, les schémas complotistes, les théories du complot jouent un grand rôle pour essayer de raconter des histoires dans ces schémas. Donc ça, c'est au niveau de la posture, où il y a quelque chose de très fort qui est une sorte de critique superficielle du monde, qu'on appelle la critique du politiquement correct, qui est très forte dans cette forme. Et puis il y a des thèmes aussi. Alors les thèmes, ça peut être l'idée que la nation c'est la solution, je l'ai dit, une forte valorisation de la nation, et une dévalorisation de tout ce qui est international et européen.
Et donc on finit par même penser que la nation c'est le bien et l'international et l'européen c'est le mal. Où il y a encore comme thème qui crée ces interférences le fait qu'on amalgame deux logiques assez différentes. La logique de ce qu'on appelle le libéralisme politique, c'est-à-dire la dynamique d'égalité des droits et de reconnaissance de droits individuels et collectifs, et puis ce qu'on appelle le néolibéralisme économique qui est accorder une toute-puissance au marché. Alors on confond les deux parce qu'il y a le mot libéral, et finalement, au nom de la condamnation du marché, on condamne les droits individuels et collectifs. Donc ça, c'est des thèmes communs. Et puis, dans les thèmes communs, il y a aussi une forme d'effritement de la frontière symbolique avec l'extrême droite. Elle était très forte, disons, jusqu'à la présidentielle, disons, de 2002, avec la mobilisation contre le vote Le Pen au deuxième tour face à Jacques Chirac, et elle s'est fortement effritée par toute une série de discours. Donc le confusionnisme, c'est cet espace un peu de mélange, d'hybridation, qui d'ailleurs principalement bénéficie au premier, c'est-à-dire à la dynamique de l'ultraconservatisme. Et puis il y a une troisième formation discursive, l'identitarisme, qui est à la fois plus globale que les deux premières, même si elle ne contient pas tout des deux premières. C'est pour ça que je considère qu'entre ces trois formes, ultraconservatisme, confusionnisme et identitarisme, il y a à la fois des intersections et des interactions. Mais à la fois, ce n'est pas exactement la même chose, toutes les trois. L'identitarisme, ce n'est pas tout usage de l'identité, c'est l'idée qu'un individu ou un groupe se définit principalement par une identité très cohérente, homogène et fermée aux autres identités. Par rapport, ça peut être l'identité nationale, ça peut être une identité religieuse, identité musulmane pour les islamo-conservateurs, identité catholique pour les catholiques intégristes, etc. Il y a différentes modalités, il y a des mélanges entre l'identité nationale et l'identité religieuse, mais c'est figer la personne ou un groupe dans cette identité principale. Et ces trois formes, disons, créent un peu une espèce d'air du temps irrespirable qui est en train de nous étouffer et qu'on ne voit pas très bien, et tout le travail du livre vise à essayer de prendre de la distance par rapport à la construction de cette forme globale. Alors ce sont les concepts qui effectivement t'aident à mettre un petit peu de netteté dans le brouillard politique actuel. Ces discours sont ultra-conservateurs, confusionnistes et identaristes, sont aussi portés par des individus, par des médias, par des formes de diffusion. Donc peut-être qu'on pourra revenir dans un prochain moment sur certaines des incarnations de ce confusionnisme qui se développe et se répand. Volontiers. Ça fait plaisir de te retrouver, Philippe, pour continuer cette discussion autour de ton ouvrage La Grande Confusion. Alors, tu nous avais évoqué trois formations discursives la précédente fois, qui irriguent ce confusionnisme politique et cette imprégnation par les idées d'extrême droite. J'aimerais aujourd'hui qu'on revienne sur les personnalités qui sont extrêmement diverses sous certains rapports qui portent ce confusionnisme dans le débat public. Je vais montrer quelques personnalités qui sont à la pointe de l'ultraconservatisme et qui vont créer des confusions ou parfois des interférences avec des thèmes de gauche, puisqu'on a l'impression qu'ils sont très critiques par rapport à ce qu'ils appellent le système, donc ils sont hyper critiques, mais en même temps c'est une pensée d'extrême droite assez stabilisée. Alors, deux des personnalités que j'étudie dans le livre qui sont très proches d'une certaine façon, c'est Alain Soral et Éric Zemmour. Sur les thèmes et sur les postures, ils disent des choses assez comparables dans plus de 80% de ce qu'ils disent.
mais il y a une petite différence dans le contenu de leur xénophobie. Les deux sont sexistes, homophobes, nationalistes, ils ont une forme d'essentialisation de ce qu'ils appellent le peuple autour de la nation, mais leur xénophobie n'a pas la même cible. On a un antisémitisme, disons, chez Alain Soral qui se camoufle parfois sous l'étiquette antisioniste, et on a une islamophobie, une négrophobie chez Éric Zemmour qui parfois se camoufle derrière un anti-islamisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils fétichisent une identité nationale fantasmée, et face à ça, ils dévalorisent d'autres identités. C'est une forme d'identitarisme avec une identité positive, l'identité nationale, et des identités menaçantes et négatives. Notamment l'identité donc juive ou l'identité musulmane, juive pour Soral, musulmane pour Zemmour. Et ils vont imbriquer fortement cet identitarisme xénophobe dans à la fois la haine des femmes et la haine des homosexuels. Alors je vais prendre un exemple. Alain Soral, qui a surtout un écho sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais qui peut être assez fort. Le 15 juin 2014, sur son site Égalité-Réconciliation, dans la télévision de ce site, il intervient à propos d'un interview par le journaliste Jean-Pierre Elkabbach de Vladimir Poutine. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Il parle de Elkabbach en le traitant de petit sémite séfarade se soumettant comme une femme à la virilité aryenne de Poutine. C'est éloquent. Oui, donc on est clairement dans l'antisémitisme, avec une réactivation de l'imaginaire nazi, et fortement imbriqué à la dévalorisation des femmes et aussi à la dévalorisation de l'homosexualité, se soumettant comme une femme. Bon. En mars 2019, quand j'avais été voir la comptabilité sur les différents sites de cette vidéo, elle avait été quand même vue par plus de 750 000 personnes. Donc on a quelque chose d'assez important. L'homophobie qui est sous-jacente simplement dans cet extrait peut être plus explicite, par exemple dans le livre Dialogue désaccordé, un livre de dialogue avec Éric Nolot. Alain Soral utilise un terme ancien stigmatisant les homosexuels, il parle des invertis, par exemple. Voilà pour Soral et l'antisémitisme. Si on prend Éric Zemmour, là, lui, il a un écho dans les médias classiques, c'est le Figaro, c'est la télévision aujourd'hui avec CNews. Dans une chronique de livre du Figaro du 5 décembre 2013, qui était intitulée « Petit blanc et bonne conscience », voilà ce qu'il nous explique. La misère sexuelle des jeunes prolétaires blancs qui, éduqués dans l'univers du féminisme occidental, ne peuvent rivaliser avec la virilité ostentatoire de leurs concurrents noirs ou arabes, qui séduisent nombre de jeunes femmes blanches, blondes de préférence. Donc il y a l'idée que finalement les jeunes femmes, surtout blondes, s'orienteraient plutôt vers les noirs et les arabes, plutôt que vers les jeunes blancs prolétaires, à cause d'ailleurs, les jeunes prolétaires blancs, à cause de leur mère féministe. Bon. Et pourquoi elles s'orienteraient ainsi? C'est, nous dit Zemmour, je cite, l'antique attrait des femmes pour le mâle dominant. Bon. Donc là, on a typiquement une xénophobie, mais avec une forte haine des femmes aussi. Alors, dans ce texte, ça va être associé aussi au fantasme conspirationniste du grand remplacement, qui est assez puissant, disons, à l'extrême droite, et qui va surtout viser dans ce cas-là les musulmans, puisque Zemmour va parler de l'instauration d'un mode de vie étranger sur le territoire français, forçant les petits blancs à se soumettre jusqu'à la conversion à l'islam ou à se démettre, c'est-à-dire fuir dans le fameux périurbain. Donc là, on a clairement l'islam qui va intervenir dans ce cas-là. Dans cette chronique même, on n'a pas l'homophobie qui est clairement apparente, mais quelques temps après, le 12 décembre 2013, toujours dans le Figaro, Zemmour va dénoncer ce qu'il appelle la propagande homosexuelle au sein des écoles. Donc on a, dans ce cas-là, on a typiquement des formes d'imbrication de la haine alors des juifs, des noirs, des arabes, des musulmans.
c'est pas les mêmes cibles pour Zemmour et Soral, et qui est imbriqué à la haine des femmes et à la haine des homosexuels. Et on a là une dynamique, disons, de la pensée d'extrême droite à travers ces figures qui ont un certain écho. Aujourd'hui, Zemmour dans les médias officiels a un grand écho, et dans l'underground d'Internet et des réseaux sociaux, Alain Soral a eu et a encore un grand écho. Ben, c'est assez éloquent ce que tu nous as exposé. Je propose qu'on en revienne sur d'autres expressions de ce confusionnisme dans une prochaine rencontre. D'accord. Philippe, donc troisième rencontre et dernière rencontre autour de ton livre, La Grande Confusion. La fois précédente, tu as évoqué deux figures qu'on peut très clairement classer à l'extrême droite, Soral et Zemmour. Simplement, cette confusion n'est pas seulement présente dans cet espace politique, déjà bien repéré, bien balisé de l'extrême droite. Ça se diffuse, ça irrigue le débat public beaucoup plus largement, jusqu'à toucher la gauche, ce qui est quand même très, très inquiétant. Alors, est-ce que tu peux revenir sur les symptômes de cette contamination, on va dire, de la gauche, ou en tout cas de certains secteurs de la gauche, par ce confusionnisme? Oui, la gauche est en crise parce que la notion de gauche est en crise, et les confusions s'accumulent, et des hybridations troubles avec des thèmes qui viennent de l'extrême droite ou de la droite. Ça touche d'ailleurs des secteurs modérés de la gauche qu'on appelle souvent républicains, ou des secteurs de la gauche radicale, avec d'ailleurs des passages entre les deux. On pourrait prendre un exemple, parce que c'est un exemple qui est peu souvent perçu. Il y a un pôle dit républicain qui s'est constitué à gauche, qui a même des échos dans la gauche radicale. Il est par exemple fortement porté dans l'espace public, sur Twitter notamment, par une sorte de groupuscule, une officine idéologique qu'on appelle le Printemps républicain, que j'appelle l'hiver républicain, qui a notamment été créé par le politiste Laurent Bouvet. Et la particularité de ce Printemps républicain, c'est de donner une certaine vision intolérante de la République sur une base nationaliste, et qui vise surtout à stigmatiser les musulmans. Il y a alors un identitarisme national républicain qu'on comprend mal, puisque le Printemps républicain dit souvent qu'il combat les dérives identitaires dans la société, et l'identitaire, ça serait les adversaires. Or, on peut montrer qu'il y a un identitarisme national républicain, c'est-à-dire une façon de figer les individus et les groupes sur une identité fermée et un peu fantasmée à partir de coordonnées de notre histoire républicaine et nationale. Alors, je donnerai un exemple qui est très éclairant, c'est un éditorial de Natacha Polony. Alors, Natacha Polony, elle est intéressante dans le confusionnisme parce qu'elle vient du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, qui était à l'époque classé à gauche. Puis elle est devenue journaliste, elle a eu des responsabilités dans le mouvement des citoyens. Elle est devenue journaliste à Marianne, qui est considéré comme un hebdomadaire centriste ou de centre-gauche, à l'époque créé par Jean-François Kahn. Puis elle est devenue journaliste au Figaro pendant plusieurs années, là qui est un journal de droite. Et puis elle est redevenue directrice de Marianne. C'est ce qu'est le cas encore aujourd'hui. Dans un éditorial du 15 novembre 2019 de Marianne, qui s'appelle de manière un peu paternaliste, postcoloniale, « Sauver les Français musulmans », comme s'ils avaient besoin de Natacha Polony pour se sauver, elle intervient parce qu'il y a une grande manifestation à ce moment-là, une marche contre l'islamophobie, et Marianne et Natacha Polony sont assez hostiles à cette manifestation qu'ils assimilent à l'islamisme. Et alors elle affirme dans ce texte, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut faire passer les lois de la République et l'appartenance à la communauté nationale avant leurs convictions religieuses. C'est-à-dire les musulmans doivent faire passer les lois de la République et l'appartenance à la communauté nationale avant leurs convictions religieuses. Or,
Et elle dit ça au nom de la laïcité. Or, la première phrase de l'article 1 de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État dit quoi? La République assure la liberté de conscience. Or, le discours de Natacha Polony est un discours contre la liberté de conscience, donc contre la loi de 1905, donc contre la laïcité. Pourquoi? Parce que, en fait, elle fait prédominer une identité, alors une sélection un peu fantasmée de repères républicains et nationaux, sur les autres identités des musulmans qui vivraient en France. Et donc on a bien un identitarisme. Dans leur fort intérieur, les musulmans devraient considérer que les valeurs dites républicaines et nationales sont supérieures à leurs convictions religieuses. C'est contraire à la loi de 1905. La République ne demande pas, ne légifère pas sur le fort intérieur des personnes, mais demande aux personnes de respecter les lois de la République. Mais dans le fort intérieur des personnes, elles ne décident pas ce qui, pour elles, est le plus important, leurs valeurs religieuses, non religieuses, athées, etc. Bon. Et donc, on a ici un identitarisme, mais qui se méconnaît comme tel, parce que, d'ailleurs, il prétend lutter contre les dérives identitaires, alors que lui-même était un identitarisme, parce qu'il se prétend universaliste, dénonçant ce qu'ils appellent communautarisme ou séparatisme maintenant aujourd'hui. Universalisme, c'est une vision un peu ridicule d'un point de vue hexagonal, c'est l'idée que du point de vue de l'hexagone, on peut définir ce qu'est le genre humain et la planète, ce qui est un peu peut-être restreint et limité. Moi, personnellement, je suis un héritier des Lumières du XVIIIe siècle, de la Révolution française et du meilleur du socialisme, de l'histoire du socialisme au XIXe et au XXe siècle, c'est-à-dire des courants qui avaient une certaine vision de l'universel. Mais je ne prétends pas que cette vision de l'universel, c'est l'universel. Ça n'a peut-être aucun sens de dire universaliste. Ce qu'on peut proposer éventuellement aux autres individus et peuples de la planète, c'est un universalisable. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait, à travers un dialogue culturel, devenir des bribes d'universel, des grains d'universel. Comme par exemple la Déclaration internationale des droits de l'homme qui a été établie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui est des éléments de bribes d'universalisables. Donc ces universalistes, ils ne peuvent pas prétendre imposer à partir du territoire français, disons, un universel. Bon. Or, c'est en pensant cet universalisable comme possibilité qu'on peut combattre tous les identitarismes, et donc aussi l'identitarisme national républicain de Natacha Polony, comme de Laurent Bouvet et du Printemps républicain. Et ça nous amène à réévaluer quelque chose qui fait partie d'ailleurs de notre patrimoine républicain, celui de la Révolution française, c'est la notion d'individu ou de personne, c'est-à-dire l'idée qu'un individu ou une personne est une singularité, est une unicité, qui a plusieurs appartenances, qui est tissée de différents fils collectifs, qui intègre différentes identités, mais qui ne se réduit à aucune d'entre elles, ce qui fait son unicité, sa singularité. Et ça, l'identitarisme national républicain, comme l'identitarisme, disons, nationaliste de l'extrême droite, comme l'identitarisme islamo-conservateur ou catholique intégriste, tous ces identitarismes, disons, nient cette singularité individuelle. Le problème, c'est que cet identitarisme national républicain, il a un effet sur des secteurs de la gauche. Manuel Valls et d'autres ont porté Laurent Bouvet ont porté cette forme, mais avec des échos jusqu'à la gauche radicale, puisque largement dans ses interventions publiques, Jean-Luc Mélenchon, qui est la figure, disons, politicienne principale de ce qu'on appelle la gauche radicale, est intervenu dans un sens de ce type national républicain. Merci beaucoup Philippe de nous avoir donné envie d'adopter un geste barrière contre le confusionnisme ambiant et la diffusion des idées d'extrême droite dans le débat public. Ce geste barrière, c'est de lire ton livre, donc aux éditions textuelles, La Grande Confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées. Merci.